tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. Nous ouvrirons ce journal avec Solar Impulse 2 qui boucle avec succès un tour du monde historique à bord d'un avion solaire. Bertrand Piccard a atterri ce mardi matin à Abu Dhabi. Il a notamment été accueilli par son coéquipier André Borschberg et par le prince Albert II. La visite de l'ambassadeur du cœur du Monaco collectif humanitaire, l'international français Olivier Giroud au centre cardio-thoracique. Vous en saurez plus sur l'opération de maintenance de la rotule de la digue Régnier 3, une opération délicate et importante qu'ont suivi les équipes de Monaco Info. Et enfin la suite de la programmation du théâtre du Fort Antoine avec aujourd'hui Marcel Poudre de Michel Lafon par le Ratatouille Théâtre. Il était parti le 9 mars 2015 d'Abu Dhabi pour un périple de 42 000 km. Solar Impulse 2 vient d'achever son tour du monde sans la moindre goutte de carburant. André Borschberg et Bertrand Piccard réalisent ainsi leur pari de l'énergie solaire. Léa Bellante et Olivier Bonello étaient au Monaco Control Center pour vous faire vivre au plus près cet événement. Voyez leur reportage. Un tour du monde avec le soleil comme unique carburant. 4 continents en 483 jours. Solar Impulse 2 s'est posé à 4h05 heure locale à Abu Dhabi, ville de départ de ce tour du monde. Une épopée de 42 000 km sans une seule goutte de kérosène. L'aventure Solar Impulse s'est écrite à deux, avec Bertrand Piccard et André Borschberg, 2 pilotes suisses qui se sont relayés pour voler. En effet, l'appareil ne peut accueillir qu'une personne à la fois dans son cockpit de 3,8 mètres carrés, avec des températures variant de -40 à +40 degrés Celsius. Les pilotes étaient munis de bouteilles d'oxygène car l'avion n'était ni chauffé ni climatisé. Un exploit technique, mais surtout humain. Vous savez, quand vous faites quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant, tout est difficile. Tout doit être inventé, vous pouvez copier personne, il n'y a pas de benchmark. Et c'est ça qui est difficile, mais c'est en même temps ça qui est passionnant, parce que vous inventez des nouvelles solutions, des nouvelles manières de penser. Je crois que c'est ça qui a motivé notre équipe, c'est ça qui a motivé nos partenaires aussi. Le voyage ne s'est pas déroulé sans encombre, plus d'1 an et 4 mois au lieu des 5 mois initialement prévus. Des problèmes techniques, notamment de surchauffe, ont ralenti l'appareil. L'avion s'est posé à Oman, en Inde, en Birmanie, 2 fois en Chine, au Japon puis à Hawaï, avant de traverser les États-Unis d'ouest en est. Il a ensuite traversé l'Atlantique sans escale pour rejoindre l'Espagne, puis la 17e et dernière étape, du Caire jusqu'à Abu Dhabi. Cet exploit, les 2 pilotes le doivent aussi à leur staff. Une centaine de personnes basées dans le centre de contrôle de Monaco ont supervisé ce tour du monde. Grande satisfaction du travail accompli par cette équipe extraordinaire, par ces pilotes hors du commun. Et cet atterrissage était parfait. Et vraiment, ça montre aussi toute la progression qu'on a fait, tout ce qu'on a appris. 17 vols, ça peut paraître peu, c'est beaucoup, c'est énorme. Et surtout, chaque vol, on a appris, on a progressé. Et ça, c'est fantastique. Et là, maintenant, c'est fait. Heureux. L'appareil, un bijou de technologie, 1,5 tonne, 17 248 cellules photovoltaïques, plus large qu'un Boeing 747. Il volait à une vitesse moyenne de 80 km/h. Pour le monde de l'aviation, cet exploit peut être la promesse d'un futur électrique. Et cette équipe ne s'arrêtera sans doute pas là. Prochain défi, la construction d'un avion sans pilote. Voilà pour ce tour du monde historique d'André Borschberg et de Bertrand Piccard sur lequel nous reviendrons très prochainement sur Monaco Info. Rendons-nous à présent du côté du centre cardio-thoracique après un mois de juin et une première quinzaine de juillet chargée pour cause d'Euro. Olivier Giroud goûte à ses vacances bien méritées dans le sud de la France. Parrain au grand cœur du Monaco collectif humanitaire, l'international français a tenu à faire une petite halte à Monaco pour venir une nouvelle fois au chevet des enfants étrangers opérés en principauté. Le récit de Patricia Navarro sur des images de Lionel Bernardi.
Il y a 8 ans a été créé le Monaco Collectif Humanitaire. Ce qui ne devait être qu'une opération ponctuelle destinée à permettre la prise en charge à Monaco d'enfants ne pouvant pas être soignés dans leur pays est aujourd'hui l'une des plus belles réussites et des plus belles illustrations de l'engagement humanitaire qui anime de nombreuses entités de la Principauté. Alors que l'objectif de départ était de transférer 50 enfants dans les centres de soins de Monaco, le chiffre de 300 vient d'être atteint. Le Monaco Collectif Humanitaire regroupe 23 ONG, 23 ONG monégasques, 3 ONG françaises. Donc ça permet une chaîne de solidarité internationale. C'est cette petite fille, la petite Fanta, qui est le 300e enfant opéré grâce au Monaco Collectif Humanitaire. Souffrant d'une cardiopathie non opérable au Mali, son pays d'origine, elle est aujourd'hui guérie et s'apprête à rentrer chez elle pour y retrouver sa famille. Mais avant cela, elle vient de recevoir la visite de l'ambassadeur de cœur de cette vaste chaîne de solidarité, le footballeur Olivier Giroud. 5 autres enfants étaient également présents avec leur famille d'accueil et ont eu la joie de recevoir des cadeaux des mains de celui qui s'est illustré il y a quelques semaines de cela en équipe de France lors de l'Euro 2016. Depuis que je suis papa, depuis 3 ans maintenant, voilà, les enfants, mes enfants représentent beaucoup pour moi et j'ai toujours été touché par des enfants dans le monde entier qui n'ont pas accès à certains soins et tout simplement avoir la possibilité d'être sauvés, clairement, parce que c'est ce qu'on fait ici au Monaco Collectif Humanitaire et j'ai toujours voulu m'engager dans une association dans ce but-là pour aider les enfants en difficulté. Donc je suis fier de dire que je suis l'ambassadeur de cœur du Monaco Collectif Humanitaire. Maël et Améda sont tous deux majeurs. Eux aussi ont tenu à venir adresser leurs remerciements à Olivier Giroud et à tous les bénévoles qui œuvrent main dans la main pour mettre en place le transfert, puis assurer l'accueil et enfin prodiguer les soins à ces enfants malades. Sans cette aide, ils ne seraient pas là pour témoigner. Maël n'avait que 2 ans lorsqu'il a été opéré. C'est une grande chance que je puisse venir en France faire opérer et avoir une autre vie. Je suis très heureux et je compte toujours faire quelque chose pour les autres enfants comme moi. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu t'es tourné vers le domaine médical ? Oui, je fais des études de médecine. J'aimerais être médecin généraliste. Je pense qu'il faut continuer, que c'est quelque chose d'extraordinaire, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça et qu'il faut faire profiter au maximum aux personnes qui en ont besoin. Et dans quelques semaines, Olivier Giroud lancera une nouvelle opération de crowdfunding pour financer de nouvelles interventions. Sa notoriété permet une large mobilisation via notamment les réseaux sociaux. Il l'a également promis, il sera de retour très prochainement à Monaco pour apporter son soutien au personnel médical et donner de son temps à tous ces enfants dont le cours de la vie a été changé par le Monaco Collectif Humanitaire. Un mot à présent sur les travaux de maintenance à la digue Régnier 3. Il s'agit pour le service des travaux publics et des entreprises spécialisées de changer tous les joints d'étanchéité de la rotule qui permet à la digue d'être semi-flottante. Une opération délicate et ô combien importante sur laquelle revient Dominique Poulain. Chasuble sur le dos et casque sur la tête, les ouvriers, techniciens et ingénieurs du service des travaux publics et d'entreprises spécialisées entreprennent des travaux de maintenance entre la digue semi-flottante Régnier 3 et le terre-plein des pêcheurs. Cette liaison est assurée par une rotule de 144 tonnes qui, un peu plus de 10 ans après son installation, nécessite une maintenance. Ces travaux consistent à changer les joints d'étanchéité de la rotule. Elle a été conçue et construite pour durer au moins 100 ans. Mais il y a des pièces qu'il faut aller voir et investiguer au bout de 10 ans. Il y a des inspections qu'on fait toutes les années, des tensions de tirant, des inspections de la rotule, des anodes. Mais là, cette année, c'est une opération pas si spectaculaire, parce qu'on est caché entre la zone de liaison entre le caisson de culée et la digue. Mais c'est une intervention très sensible, puisqu'on va venir toucher à la rotule, cette liaison qui permet à la digue de bouger. Et donc, c'est une intervention où on va changer des joints, les joints qui préservent à l'abri de l'eau de mer toutes les pièces mécaniques qui permettent de faire les mouvements. Donc, c'est une opération sensible,
puisqu'il faut que ça se passe en sécurité dans des espaces très confinés. Et puis c'est une opération sensible puisqu'il s'agit de la pérennité de la liaison de la rotule. La réalisation de ces travaux demande la mise à sec de la rotule, un caisson étanche, appelé aussi bâtardeau, et conçu spécialement pour cette opération, a donc été installé. En forme de U et d'un poids de 40 tonnes, il est composé d'un châssis en acier équipé de joints en caoutchouc. Après son installation, l'eau à l'intérieur de ce bâtardeau est ainsi vidée, ce qui permet aux entreprises de réaliser les travaux de maintenance de la rotule dans un espace sec et sécurisé. La principale difficulté, c'est d'accéder, au lieu des joints sous eau, et donc d'où la mise en place du bâtardeau pour y accéder en sécurité pour les personnes. Si ce n'est pas fait, quelles sont les conséquences qui pourraient arriver ? Donc les risques qui sont probables, c'est que les joints, qui sont des pièces en caoutchouc qui s'usent, n'assurent plus l'étanchéité, et donc qu'il y ait de l'eau qui pénètre à travers la rotule. Et la rotule, qui est une pièce mécanique assez fondamentale, elle risque de gripper, et donc il faudra faire une opération corrective beaucoup plus lourde, à savoir peut-être même jusqu'à changer la rotule. L'installation du chantier en période estivale n'est pas due au hasard. L'été, le temps est moins capricieux que le reste de l'année. Par ailleurs, et en accord avec la société d'exploitation des ports de Monaco et la direction des affaires maritimes, le nombre de bateaux de croisière amarrés à la digue a pu être limité pendant la durée des travaux de maintenance, des travaux qui devraient s'achever fin septembre. Théâtre à présent, avec la 46e édition du Théâtre du Fort-Antoine, les organisateurs ont décidé cette année d'accueillir des compagnies autour du thème de l'homme en quête. Ce lundi, il s'agissait du personnage un peu loufoque mais attendrissant de Marcel Poudre. Alexandra Pagny, Orazio Gaggino et Éric Pocoy ont assisté à cette représentation. Voyez leur reportage. Allez donc, c'est sacrément gentil à vous d'être venus aussi nombreux pour mon premier feu d'artifice, hein. Et c'est courageux, hein. Bon, en même temps, c'est pas vraiment le premier feu d'artifice que je vais faire parce que j'en ai déjà tiré un en cachette dans ma cave. Mais par contre, ce soir, c'est le premier que je vais faire devant du vrai public, ouais. Et surtout, c'est le premier que je vais faire depuis qu'il est mort, mon grand-père. Marcel Poudre, un personnage étonnant et explosif, chapeau melon, chemise trouée, regard égaré. Il déambule dans le public en évoquant ses souvenirs de son grand-père, en quête de vérité, de secrets de famille bien gardés. On peut le définir comme un personnage assez fragile, un personnage qui va tenter une expérience pour la première fois et qui va révéler à un moment donné cette fragilité dans son personnage à la vue et à la retrouvaille de souvenirs qui vont lui sauter à la figure pendant le spectacle. Je suis quand même sur une forme qu'on appelle des formes art de la rue, théâtre de rue, donc le public a aussi sa part de responsabilité à jouer, c'est-à-dire que j'ai l'espace scénique, mais je vais aussi dans le public et je parle avec le public et j'attends que le public me réponde. Donc déjà je me sens pas seul. Après comment on s'accapare, c'est qu'avec ce personnage c'est pas très compliqué d'être seul parce que lui il est beaucoup dans sa tête et il y a aussi son grand-père, il y a aussi sa mère, il y a aussi le souvenir de son père, il y a son doudou et il y a plein d'autres ustensiles qui font qu'il n'est pas tout seul sur scène en fait. Je suis pas resté au milieu de la cour, hein. En fait, pour l'essayer ma bombe, je suis allé me cacher dans le poulailler. Les poules furent mon premier public. N'empêche que même au dire du voisin, ce jour-là, à la maison, ce fut l'extase des gallinacés. Allez, allez, sortez les poules. Allez, barrez-vous de là les poules, sortez vite. Allez, barrez-vous de là les poules, que ça va péter fort. Et toi, stop, sors tout le monde. Ah merde, allez. Au centre de la scène, une machine un peu folle appelée l'affolante qui intrigue le public, un héritage de son grand-père soi-disant artificier.
Cette machine l'affolante, c'est un cadeau que son grand-père lui a fait à sa naissance pour tirer chaque année, le jour de son anniversaire, des feux d'artifice miniatures. Mais après, je ne peux pas vous raconter pourquoi son grand-père lui a fabriqué cette machine, puisque c'est tout le nœud dramatique et psychologique de ce spectacle. Alors attention, à 3 c'est parti. 1, 2, 3. Est-ce que quelqu'un a du feu? Un public conquis par cette pièce haute en couleurs et par le jeu de son comédien. Je viens en général sans savoir pour me laisser surprendre. Parce que je sais qu'il y a une bonne programmation et voilà, ça m'intéresse pour ça. Je suis emballé dans le Figaro, ça fait plaisir à papy. Là, ce que j'ai aimé, c'est cette espèce de calme qu'il avait aussi pour mettre les choses en place tout doucement. Super. Une soirée entre amis pour sortir, se détendre, voilà, simplement. Et ça a fonctionné? Et ça a fonctionné, mais c'est pas la première année qu'on vient, donc on connaît l'organisation de Fort-Antoine. Hein. C'est agréable, c'est en plein air, c'est ludique, ça fait partie d'une bonne soirée. Le petit mot qu'il a dit à la fin a été nécessaire, parce qu'effectivement, dans le moment où on vit, et après les événements du 14 juillet, c'était difficile un petit peu au début, voilà. Mais on se laisse prendre par le jeu de l'acteur, voilà. Sous ses airs de personnage simplé et naïf, Marcel Poudre pousse le public à réfléchir sur notre société. Un spectacle en définitive qui résonne tristement avec l'actualité. Vous l'avez vu, la programmation du théâtre du Fort-Antoine connaît encore un franc succès. Joe Bulitz, son directeur artistique, nous dévoile les prochains spectacles à venir. On l'écoute. On s'est mis d'accord sur un thème qui correspond à peu près au lien de ces spectacles de la saison. L'homme en quête. En quête de quoi? En quête de quelque chose, en quête de la recherche sur soi, en quête de réponses, etc., etc. Donc j'ai trouvé que ça correspondait bien par rapport à tous ces spectacles-là qui sont proposés. La semaine prochaine, on va voir Yvan le Terrible. Donc, l'homme en quête, Yvan le Terrible, je veux dire, voilà, lui, cette question, il devait se la poser. Il cherche, qu'est-ce qu'il cherche? Voilà, en tout cas, quelle est sa position? Pourquoi? Alors on peut comprendre, puisque dans le spectacle, on explique. Et on fait un parallèle avec Yvan le Terrible, avec Staline. Donc il y a tous ces hommes puissants qui étaient sûrement en quête de quelque chose. Et nous allons poursuivre après avec donc le spectacle 9, qui est un huis clos sur un parricide. C'est en fait c'est 12 hommes en colère, mais une écriture beaucoup plus subtile de Stéphane Guérin, qui va nous interpeller aussi et qui va nous poser cette question aussi, de dire mais qui sommes-nous pour juger? Est-ce que la parole est importante? Et elle le devient, puisqu'on va assister là à un changement total avec des gens qui vont être face à leurs propres décisions. Et on va terminer avec les Iraniens, Count to One, donc je compte jusqu'à 1, on va dire. Et là, c'est un spectacle incroyable qui est, on va dire malheureusement d'actualité, puisque c'est les Iraniens qui maintenant peuvent de plus en plus circuler, et puis qui se posent la question sur la situation actuelle du monde. Ces 3 soldats qui sont en guerre et à un moment refusent de faire la guerre et partent un petit peu pas dans la nostalgie, pas dans leurs propres rêves, mais dans leurs envies. Et surtout, le metteur en scène a voulu adapter aussi ces quatrains d'Omar Khayyam, qui sont des quatrains incontournables, en tout cas pour l'Orient, même pour nous, pour l'Occident, parce qu'on devrait prendre aussi des références à ça. Et donc on a un spectacle d'abord sans parole, avec une musique traditionnelle iranienne, jouée sur place, en direct. Voilà donc pour la programmation à suivre du théâtre du Fort-Antoine. Passons à présent aux prévisions météo pour les prochains jours. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.
Le temps sera sec, beau et chaud mercredi. Les températures seront comprises entre 24 degrés le matin et 29 l'après-midi. Pas de changement pour la journée de jeudi où soleil et chaleur seront au rendez-vous et un mercure en légère hausse. Poursuite d'un beau temps sans nuages vendredi et cette tendance se confirmera pour le week-end avec un ciel sans nuages et des températures estivales qui grimperont jusqu'à 30 degrés samedi. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Ce journal est à présent terminé. On se quitte en images et en musique avec le concert de Seal à l'occasion du Monte Carlo Sporting Summer Festival. Seal qui n'a pas hésité une seconde à aller au contact des spectateurs. À très bientôt sur Monaco Info. No one ever gonna survive unless we get a little crazy.